Bonjour à tous. C'est un peu difficile de passer après une telle orchestration, mais on va essayer de vous tenir éveillé pendant une petite heure et parler de son binaural. Je suis absolument ravi de modérer cette discussion, surtout parce que j'y connaissais absolument rien, donc c'était vraiment l'occasion de m'y plonger et c'est fascinant. Donc j'espère que ça aura le même effet sur vous. Pour parler de tout ça, nous avons donc 3 intervenants qui connaissent parfaitement bien leur sujet. Généralement, c'est bien, ça met bien la pression sur les gens de dire ce genre de choses. De ma gauche vers mon extrême gauche, donc Amaury Laburte, fondateur de Audio Gaming, Ludivine O, qui est donc Lidwin. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas grave. Voilà, je vais me rattraper. Lidwin O, chef de projet innovation et développement chez France Télévisions et donc qui travaille énormément sur le son binaural, et Hervé Desjardins, chargé du développement du son immersif chez Radio France, là aussi plus spécifiquement sur le son binaural. Donc vous voyez qu'on a 3 experts de la question. Vous voyez aussi qu'on a un certain niveau d'équipement. Vous avez une tête un peu étrange et effrayante, là posée. On a des casques. Voilà, on va vous faire découvrir tout ça progressivement. Et du coup, ça m'amène un petit peu à ma première question. Alors, je vais pas la diriger vers quelqu'un en particulier qui se sent de le faire, se lance. Qui est capable de nous dire exactement ce qu'est le son binaural et en quoi ça transforme l'expérience auditive des gens qui écoutent une œuvre ou un son binaural? Qui se lance? Tu veux dire? Le binaural, en fait, c'est assez simple, c'est notre mode d'écoute au naturel. Donc c'est notre capacité à percevoir l'espace et les sons qui nous entourent avec nos 2 oreilles. Bi pour les 2 oreilles, les 2 capteurs que nous avons et qui nous permettent de percevoir l'espace. Et donc la reproduction du son binaural, enfin de la perception binaurale plus exactement, c'est comment reproduire les indices qu'utilise le cerveau pour localiser les sons dans l'espace. Et donc on va parler de cette technologie et de cette manière, enfin des différentes manières de faire pour obtenir ce résultat. Alors, en quoi c'est différent du son, alors je sais pas, stéréo, classique? Qu'est-ce que ça faisait quel était l'effet sur notre cerveau du son stéréo par exemple, qu'on connaît plus? Le son stéréo, quand on l'écoute, le son stéréo, il a été pensé, la reproduction stéréo, elle a été pensée pour une écoute à l'origine sur haut-parleur. Donc le postulat, c'est 2 haut-parleurs placés à 60 degrés et l'auditeur est juste au centre d'un triangle équi isocèle et il y a 60 degrés d'angle entre les 2 enceintes. Et donc l'effet stéréo, c'est que le cerveau, à partir où il entend 2 sons identiques dans ses 2 oreilles, il imagine un son au milieu. C'est ça l'effet stéréophonique. Maintenant, quand on écoute un enregistrement qui a été fait pour des haut-parleurs et qu'on l'écoute au casque, premièrement, on a l'impression d'avoir le son dans la tête. Et puis, on a ce qu'on appelle une diffraction d'angle sur la perception, parce que si l'ingénieur du son place un son à droite dans les haut-parleurs, par exemple, dans les haut-parleurs de droite, ça veut dire que ce son est à 30 degrés à sa droite quand il a enregistré. Si vous êtes derrière les enceintes chez vous avec la même position d'enceinte, vous avez le même résultat. Par contre, si vous écoutez ça avec un casque, le son, il n'est pas à 30 degrés, il est à 180 degrés. Vous l'entendez complètement. Vous avez premièrement une sensation au casque d'oreille bouchée à gauche, et vous avez du son simplement à droite, donc votre cerveau dit le son est à 180 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, un artefact d'angle dans la reproduction du postulat d'origine qui était fait. Avec le son binaural, on peut reproduire cet effet de ces 2 haut-parleurs qui sont devant vous, à 30 degrés ou autre d'ailleurs, on place où on veut dans l'espace. Donc c'est une technologie qui nous ouvre la capacité de dessiner sur le plan sonore un espace beaucoup plus précisément qu'on n'a jamais pu le faire auparavant. Voilà, c'est pour résumer. Ok, donc pour essayer de simplifier encore et voir si j'ai bien compris, le son stéréo tel qu'on l'avait, on a l'impression que c'est dans notre tête, le son binaural c'est autour de notre tête et on a l'impression d'être dans un environnement sonore. En schématisant, oui, parce que dans un mixage stéréo, il y a des sons de temps en temps, vous pouvez les entendre émerger parce que voilà, dans les signaux contenus dans ce son, le cerveau va interpréter des choses. Il faut aussi avoir conscience que la perception binaurale, elle est très liée à la cognition. C'est-à-dire que c'est le cerveau, l'image qu'il construit à partir de ces sons qu'il entend. Donc le fait d'entendre des sons à l'extérieur de sa boîte crânienne, ça vient aussi des indices et des signaux qu'on va envoyer, mais également sur le postulat cognitif, c'est-à-dire que le cerveau accepte de reconstruire une image et d'imaginer cette image.
Ok, alors on va aller à l'étape d'après encore. On est quand même rentré sérieusement dans le vif du sujet. Lidwin, je vais y arriver, désolé. Toi qui nous as installé là tout un équipement incroyable avec une tête, alors tu vas peut-être pouvoir nous dire justement pourquoi cette tête et peut-être du coup faire la distinction entre les deux types de sons binauraux. On dit binauraux du coup? Oui, j'imagine. Enfin, on peut le dire, oui. Donc alors voilà, comme l'a bien expliqué Hervé, le fait d'entendre en binaural, c'est finalement une construction de l'espace par notre cerveau à partir de deux indices qui nous arrivent à l'entrée des deux conduits auditifs. Dans notre vie réelle, on a ces deux indices et on spatialise l'espace grâce à un apprentissage qu'on a fait entre le visuel et l'auditif. On a appris petit à petit que quelque chose qu'on voyait là et qu'on entendait comme ça était placé à cet endroit-là. Si on redonne à nos deux oreilles ce qu'elle a dans la vie réelle, le cerveau retravaillera de la même manière et respatialisera les sources sonores. Ce qui ne reste finalement qu'une construction de notre cerveau, de l'espace. Et qui nous est personnel en plus. Donc, pour en arriver là, il y a deux solutions. Il y en a d'autres sûrement. Mais enfin, il y a deux solutions différentes. Il y en a une, c'est de reproduire physiquement cette différence entre les deux sons qui arrivent à nos deux oreilles en plaçant, comme dans la vie réelle, deux micros à l'entrée des pavillons d'oreilles. Et dans ce cas-là, on aura bien cette différence de volume, c'est-à-dire d'intensité sonore gauche-droite, une différence de temps d'arrivée du son, puisque le son n'est pas un déplacement immédiat dans l'air, mais de 340 mètres secondes. Donc c'est pas une différence qui se perçoit consciemment, mais que le cerveau analyse. Et puis il y a des différences de fréquence qui sont dues à la forme du pavillon et au masquage de la tête. Donc ça, c'est tout simplement parce que le pavillon n'est pas symétrique ni au bas ni avant-arrière. Et du coup, toutes les fréquences, toutes les sources sonores provenant d'un endroit particulier auront une atténuation, enfin une altération de ces fréquences. Donc en mettant deux micros dans les oreilles d'un mannequin et en enregistrant ça, en remettant ça dans un casque, on va de nouveau donner cette impression, le matériau au cerveau pour reconstituer l'espace. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, pour que vous puissiez essayer si vous avez envie. Comme vous n'êtes pas trop nombreux et qu'il y a 8 casques, ça pourrait être possible. Donc juste pour se faire l'image, maintenant sur un tournage ou quand on fait des prises de son, il y a quelqu'un qui se balade avec une fausse tête sur un pic avec des micros à l'intérieur des oreilles. Je pense que ça, la question du contenu, elle est particulière parce qu'on ne va pas faire du binaural sur la télé telle qu'elle existe, parce qu'elle s'est construite sans le binaural, elle en a certainement pas besoin dans sa forme actuelle. Donc je pense que c'est surtout sur des nouvelles manières de raconter les histoires que ça sera important, ou sur des spectacles, enfin sur des choses particulières. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de tête sur les tournages, mais ça arrive un petit peu où on met ça dans les oreilles des comédiens. Ok, donc ça c'est le binaural natif, comme on dit, et puis il y a l'autre sans synthèse. Et après il y a l'autre en usine industrielle. Voilà. Je sais pas si c'est celui que fait Amaury, je suppose. Ouh là là. Est-ce que tu veux l'expliquer ou tu veux que Allez, j'y vais. Donc ouais, nous effectivement on fait plus, puisqu'on l'utilise, on en parlera peut-être plus en détail, nous on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est réalité virtuelle. Donc avec des casques, j'en ai amené un pour ceux qui sont curieux aussi. Je suis venu avec mes gadgets aussi, donc avec ce genre de casque, je sais, vous voyez ce que c'est. J'ai entendu une émotion devant. Donc à partir du moment où on reconstitue un espace, il faut pouvoir dire le son il est localisé par là-bas. Et le binaural s'y prête très très bien. C'est-à-dire que quand on capte un son, nous, avec nos oreilles, effectivement, comme ça a bien été expliqué, l'oreille droite, elle le perçoit un tout petit peu avant l'oreille gauche, tout simplement parce que l'oreille gauche est un peu plus loin. Et puis l'oreille droite, elle le perçoit un peu moins déformé que l'oreille gauche, juste parce qu'il y a mon visage qui le filtre un petit peu. Et ben on va reproduire ça mathématiquement. C'est-à-dire qu'on va prendre un son mono, dans lequel il n'y a pas de reverb, c'est vraiment une captation pure, ou même un son qui est pas forcément capté, qui est même un son synthétisé. Et on va dire, bah voilà, je vais le jouer sur le casque avec un tout petit retard sur l'oreille gauche. Et en plus, sur l'oreille gauche, je vais un petit peu le filtrer. Il se trouve qu'on sait à peu près comment marche une tête. Et donc, on va le filtrer comme il faut pour que le cerveau ait l'impression
que c'est pas un son mono et que c'est pas la même chose qui arrive aux deux oreilles, mais que c'est quelque chose qui est un petit peu décalé, donc plutôt par là, et un petit peu filtré, donc un petit peu loin quand même, et on va reconstituer tout ce fonctionnement que fait le cerveau habituellement quand il est ici, et puis qu'il entend le téléphone portable un peu à gauche qui sonne, et que juste en analysant un petit peu ce qui se passe au niveau de la tête, j'arrive à savoir qu'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite. Alors après, il faut faire... C'est le défaut du binaural. J'ai préparé un petit slide, je le montrerai peut-être tout à l'heure, que j'ai appelé le mensonge du binaural. C'est un peu provocatif, mais c'est fait exprès. C'est que c'est très morphodépendant. C'est-à-dire que votre binaural, c'est pas le même que celui du voisin. Parce que moi, mon cerveau, il a appris avec ma tête, avec mes oreilles un peu larges ou avec mon nez un peu gros. Et mon voisin ou ma voisine n'a pas forcément la même tête. Et du coup, son cerveau a fait son apprentissage à lui ou à elle. Donc, quand on resynthétise comme ça, c'est pas toujours aussi immersif qu'un enregistrement que vous allez pouvoir faire avec votre propre tête en plaçant des petits micros ici. Donc la synthèse, ça marche. Et en plus, il n'y a pas la réverb. Une des problématiques aussi quand on resynthétise comme ça un son binaural, c'est qu'il faudrait synthétiser la réverb en binaural. Sauf que ça, c'est très coûteux en calcul. Quand je perçois ici un son qui est par là, je perçois non seulement le chemin direct, mais je perçois aussi tous les chemins alternatifs, tous les rebonds successifs sur les murs. Ça me fait ma réverb. Mais cette réverb, elle est captée en binaural par mon cerveau. Elle est captée avec le défaut de ma tête et tout ça. Donc, quand on reconstitue par synthèse ce chemin-là, on peut pas tout calculer. On va pas calculer les 200 000 chemins qu'il y a autour. Et donc, eux, ils seront pas resynthétisés avec ce petit filtre adaptatif et ce petit délai. Et du coup, on est moins bon en termes de reconstitution sur du binaural de synthèse. Donc voilà, le binaural de synthèse, c'est ça. Super, donc... J'ajouterais quand même qu'on a une capacité à réapprendre aussi. Effectivement, Arnaud a raison de dire que l'individualisation, elle est importante. Mais on a aussi cette capacité à réapprendre avec d'autres fonctions de transfert que les siennes. Ça met un peu de temps, mais je pense que dans le cas du jeu ou de l'interactivité, le fait d'être dans un univers où justement on a les images qui nous servent de référence, premièrement, là, le cerveau va reconstruire plus facilement. C'est-à-dire que l'interactivité, le fait de pouvoir se déplacer dans un espace virtuel, ou alors d'interagir avec, et puis d'avoir des images qui concrétisent ces sons qui passent devant, derrière, va aider aussi le cerveau à réapprendre très rapidement des fonctions de transfert qui ne sont pas forcément les siennes. Donc on est aujourd'hui dans un vrai work in progress dans le domaine du binaural. Ouais, c'est très visuel parce que imaginez-vous bien que votre cerveau, depuis que vous êtes tout petit, il apprend à faire cette correspondance entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc le binaural, ça marche par exemple très bien dans tout le champ visuel, ça marche beaucoup moins bien sur tout ce qui est derrière. On n'est pas très bon pour discriminer quand on vous joue un son binaural qui vient de l'arrière. On n'est pas très bon pour vous dire s'il vient plutôt de là ou plutôt de là ou un peu en haut ou un peu en bas, tout simplement parce que le cerveau il a beaucoup moins de cas d'entraînement où il peut se dire ah tiens je vois l'objet qui se déplace et puis hop il apprend à faire cette relation entre la position et le son qu'il entend. Donc c'est effectivement très visuel et du coup dans un environnement où vous êtes immergé où vous pouvez refaire cet apprentissage visuel, vous allez réentraîner votre cerveau à apprendre une fonction de transfert un petit peu différente. Donc il y a un petit temps d'adaptation effectivement. Et j'irai un petit peu plus loin, plus que visuel et auditif, c'est vraiment multisensoriel parce que le déplacement joue aussi comme un sens là-dedans. Et le fait de se mouvoir et d'entendre le son qui change joue aussi dans cette manière de s'approprier l'espace. Donc il y a vraiment de la multisensorialité dans l'écoute binaurale. Donc là, en vous écoutant parler, effectivement, il y a cet ancrage très spatial qui va nous amener assez rapidement, je pense, à parler de réalité virtuelle, qui est un des supports qui provoque un peu cette résurgence du son binaural. Mais juste pour pointer ça du doigt, c'est pas une technologie qui est hyper nouvelle. J'ai découvert qu'au début du XXe siècle, on pouvait, avec 2 combinés téléphoniques, écouter des spectacles enregistrés à l'opéra, et c'était exactement la même technologie qui a été inventée 1800, non, je sais pas quoi. Donc en fait, c'est une vieille technologie. Voilà. Et pourquoi elle était abandonnée aussi au bout d'un moment? Pourquoi elle n'a pas été finalement très démocratisée? Pourquoi elle revient maintenant? Alors je pense qu'il y a une centaine d'années, très peu de gens se baladaient dans le métro avec un casque déjà. Il y avait très peu de le process informatique n'existait pas, etc. Donc c'est le contexte qui change la donne maintenant. Mais le son binaural, il était déjà intéressant à l'époque. Et effectivement, même la Bayerische Rundfunk qui faisait des enregistrements en binaural de musique
musique classique, etc. Mais il n'y avait pas le contexte du fait que tout le monde ait des casques, qui soient plutôt de bonne qualité, que les gens veuillent bien mettre de l'argent là-dedans, qu'on crée des contenus aussi, qui aillent bien avec le binaural, parce que le binaural, ça nécessite qu'on écrive pour ça une histoire avec de l'espace, avec du son, et puis les process de calcul, tout simplement. Donc c'est le contexte qui a évolué, mais l'idée d'écouter de manière naturelle est arrivée très très vite. Et puis il y a aussi la capacité à diffuser des signaux de bonne qualité aujourd'hui en stream. La FM est incapable de le faire, les grandes ondes sont incapables de le faire, la télé actuellement, sauf sur la TNT, est incapable de le faire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le web, comme le dit Louis, les puissances de calcul et la promesse d'un avenir avec la réalité augmentée qui aujourd'hui aura besoin du son binaural pour paraître encore plus réel. Alors, merci pour cette introduction. Maintenant, je me propose qu'on passe un peu de temps aussi à découvrir ce que vous faites, tous les trois, un peu les projets sur lesquels vous travaillez, pour qu'on se donne un peu une meilleure idée du type d'application du son binaural. Lidwine, vu que tu as le micro en main, est-ce que tu veux commencer ? Alors oui, je veux bien commencer. Donc, comme on vient de le dire, le binaural, ça s'écoute au casque. Donc déjà, on s'est concentré sur les contenus qui se visionnaient facilement au casque. Donc on n'est pas vraiment sur les contenus premium télévisuels, mais à France Télévisions, puisque c'est de là que je viens, il y a beaucoup de contenus qui sont diffusés en dehors de la télévision. Donc il y a tout ce qui est Culture Box. Donc Culture Box, c'est un site sur lequel il y a beaucoup d'émissions culturelles et surtout beaucoup de spectacles, soit en live et en replay. Donc on a travaillé sur plusieurs captations, soit musicales, soit pas encore théâtre en fait, mais j'espère que ça va bientôt venir, qui se sont faits donc en binaural. Donc on a fait les Vêpres de Monteverdi à la Chapelle Royale de Versailles par exemple, qui a été fait en binaural de synthèse, en live. Et donc on a pu avoir en replay pendant... Je crois que maintenant ça y est plus parce qu'on a plus... les droits se sont arrêtés. Donc il y a ce qui est Culture Box, et puis il y a les nouvelles écritures. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon rôle étant de promouvoir le binaural au sein de France Télévisions, je suis allée voir les différentes cellules qui produisent du contenu pour le web, pour leur faire écouter du binaural. Et ça a fait émerger des envies de faire certains contenus en binaural. Donc il y a un programme qui s'appelle Lovotel, des nouvelles écritures, sur lequel il y a du binaural dans l'ambiance et la musique. Il y a un programme qui s'appelle Bêtes de scène, sur des animaux qui sont au spectacle, en fait, des chevaux et des grues. Et puis, il y en a d'autres qui sont en préparation. Une fiction politique, si on peut appeler ça comme ça, autour de l'attribution des JO, qui va bientôt se tourner. Voilà, il y a plusieurs choses en chantier. On a fait aussi un essai de captation petit budget à la Maroquinerie d'un concert de rock électro la semaine dernière, avec du binaural de synthèse, un petit Mac qu'on a posé. On a binauralisé les sources venant uniquement de la sono. Voilà, on tente beaucoup de choses dans un peu toutes les directions, à condition que ça soit un contenu qui soit intéressant à regarder de manière immersive ou avec un point de vue particulier. Par exemple, ce concert à la Maroquinerie, on veut donner 2 points de vue, donc il y a le point de vue spectacle, comme on donne habituellement, mais avec les sources qui sont vraiment spatialisées, comme si on était vraiment immergé, vraiment devant la scène. Et après, il y aura un montage alterné, parce que pour l'instant, on l'a pas encore ajouté, mais une personne qui se balade dans la scène avec une GoPro et des micros dans les oreilles, tout simplement, et qui fait la queue à la billetterie, qui va se commander une bière, et donc on va faire un montage alterné de ces deux visions-là pour passer les passages entre les morceaux. Voilà. Super. Je me posais une question, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont fait pour une consommation web, on va dire. Si on ne met pas un casque et que le son est binaural, qu'est-ce que ça provoque ? Est-ce qu'on a l'impression que c'est finalement du stéréo classique, ou est-ce que ça dégrade quand même la chose ? Il y a quelques artefacts, c'est parce que ça joue effectivement sur les phases. Donc la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'écouter en mono, parce que dans ce cas-là, il va y avoir des... Bon, ça, les gens qui font du son le comprennent bien, ça atténue certaines fréquences de manière assez importante. Donc c'est pas une bonne idée d'écouter ça en mono, mais de l'écouter en stéréo. La plupart du temps, ça
ça sera de la stéréo normale. Voilà. D'accord. Hervé, chez Radio France, donc forcément grande maison de son, quels sont les projets sur lesquels tu travailles ou sur lesquels finalement vous travaillez? Parce que j'imagine que c'est un peu aussi ce rôle d'évangéliser la maison de la radio. Oui, il y a ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, maintenant, on a ouvert un site qui s'appelle Nouveau Son, qui est en fait un site d'expérimentation sur lequel on s'exerce et sur lequel vous pouvez aller écouter et voir ce que l'on a fait. Et aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où on est plus en train de rentrer maintenant sur une phase marketing, c'est-à-dire à inviter les chaînes. On est en train de finaliser un player qui va permettre à toutes les chaînes du groupe Radio France de pouvoir diffuser du son multicanal et binaural, avec en plus des paramètres d'individualisation, des choix de fonction de transfert, enfin bref. Le but étant de multiplier les expériences et surtout les volumes de production. Pour nous, ça a 2 conséquences. La première, c'est que ça nous permet de nous faire la main et de voir un peu toutes les problématiques. Donc là, maintenant, on a 2 ans et demi, 3 ans d'expérience avec on a bien produit plus d'une centaine de productions depuis ces 2 ans et demi. Donc là, on va rentrer dans une autre phase parce que Radio France est quand même une grosse industrie qui produit beaucoup de sons. Je crois que c'est plus de 2000 podcasts par semaine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à cet ordre-là pour toutes les chaînes. Et donc, c'est de faire en sorte que les chaînes s'approprient ces formats et les inciter à développer des écritures parce que, bien évidemment, ça passe avant tout par l'écriture. Le binaural n'étant qu'un outil, un format au service de l'écriture et du sens. Donc c'est à la fois d'évangéliser en interne, de former les services techniques à ces nouvelles technologies, de voir un peu les modes de production tout en restant dans des systèmes économiquement valides, parce que les contraintes budgétaires de Radio France sont comme dans toutes les entreprises actuellement en France, notamment les entreprises de services publics, et également de démontrer aux industriels, parce que là on a quand même encore un petit souci, c'est que les industriels pour l'instant ne croient pas à la version broadcast du son spatialisé. C'est-à-dire que ça c'est surtout associé aujourd'hui encore au cinéma. On est encore dans les éternelles productions cinéma. Le jeu montre depuis longtemps que là il y a vraiment il y a quelque chose à faire. Et bien évidemment, le web va démontrer également que le broadcast a beaucoup de choses à faire dans le domaine du son spatialisé. Et donc, s'il y a bien un acteur public qui doit montrer, enfin des acteurs publics, parce que pour moi, France Télévisions, c'est le même objectif, et on travaille beaucoup ensemble sur ces sujets, c'est de démontrer que sur le plan industriel, il y a énormément de choses à faire et que ça aide à donner du sens et à améliorer encore les rendus d'expérience sur les productions. Alors, tu parlais justement du fait que Radio France diffuse 2000 podcasts, enfin en tout cas, je sais pas si c'est 2000, mais... Produit, ouais, voilà. Je sais plus combien, mais c'est assez affolant. J'imagine bien, ouais. Techniquement, mettre un son binaural sur une émission quelconque qui passerait sur Radio France et de la retrouver sur son appli de podcast sur son téléphone, est-ce qu'il faut un player spécifique ou est-ce que ça passe par exactement les mêmes canaux de distribution on a 2 solutions aujourd'hui. Soit on dispose, ce qui est la solution actuellement de Nouveau Son. Sur Nouveau Son, le player, en fait, il lit 2 fichiers différents. Si je veux écouter en 5.1 sur mon cinéma, j'ai du 5.1, et sinon j'ai un fichier binaural déjà préencodé. Donc ça se lit sur n'importe quel player, n'importe quelle solution, ça peut même s'encoder. Nous actuellement on utilise un encodeur de type AAC parce que la qualité est meilleure, mais ça peut très bien marcher avec du MP3 en faisant attention d'utiliser des bonnes librairies d'encodage. Enfin bon bref, faut faire attention à un minimum de choses sur la qualité de l'encodage. Mais donc c'est disponible pour tous. Mais maintenant ce qui est intéressant, c'est de commencer à s'orienter vers les futures chaînes de production qu'on appelle l'audio orienté objet. On va pas rentrer dans ces détails, on va pas aller là-dessus, mais l'idée c'est de faire en sorte que demain je puisse produire un contenu transmédia, quelle que soit sa forme, et qu'il puisse être transmis chez l'auditeur, et que l'auditeur, quel que soit son mode de consommation, puisse en profiter. Donc il est en train d'écouter que son vieux transistor en mono, ça fonctionne. Il écoute avec sa tablette en binaural, avec ses propres fonctions de transfert, ça fonctionne. Il a une salle de cinéma 22.2, ça fonctionne. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Je dépeins le tableau dans son côté angélique, mais c'est l'objectif. Et aujourd'hui, tous les industriels sont là-dessus. Tous les grands du secteur travaillent énormément là-dessus. Et dans le domaine du jeu, l'audio orienté objet, vous
vous connaissez ça par cœur. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il faut continuer à produire dans des formats qui permettront d'adapter à l'arrivée. C'est-à-dire que le binaural natif, ça marche très très bien, c'est très intéressant, mais c'est un format figé. Par contre, demain, produire dans des formats qui puissent être écoutés sous différentes formes et avec la capacité d'être encodés chez l'auditeur en binaural, c'est pour moi une piste extrêmement intéressante d'un point de vue broadcast, parce que ça va permettre de valoriser nos archives et de garder dans le temps et de pouvoir aussi améliorer dans le temps la valeur de nos masters. Voilà la philosophie, si j'ai été clair. Moi, je trouvais ça très clair et surtout passionnant, effectivement, de voir que la technologie va évoluer et qu'on anticipe déjà cette évolution. On a eu un panel hier sur l'archivage et sur la préservation de notre patrimoine, donc je pense que ça rejoint un peu ce genre de questions. Amaury, donc toi, tu n'as pas le même statut que France Télé et Radio France, tu as un studio et qui travaille donc avec des médias audiovisuels, mais aussi beaucoup, tu me disais, dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement des projets sur lesquels tu as pu intervenir? Oui, tout à fait. Moi, il y a deux choses que j'ai beaucoup aimées, c'est la notion d'écriture et la notion d'objet. Donc, je vais y venir à ta question. Mais la notion d'écriture, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le binaural revient beaucoup plus au goût du jour. Parce que finalement, quand on y pense, le stéréo, c'est un point de vue artistique. On propose une répartition entre les deux oreilles ou entre les deux haut-parleurs qui est très liée à ce qu'on a envie de faire passer comme message artistique. Donc dans le rock, on va mettre, je sais pas, la batterie plutôt au centre, les guitares, on va les doubler pour avoir un effet un peu stéréo, mais c'est un point de vue artistique. Là où le binaural, lui, il enregistre une réalité spatiale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est probablement pour ça que sur des formats pop, par exemple, le binaural, il est pas forcément trop à sa place. Est-ce que ça a vraiment du sens de retranscrire le groupe pop tel que je l'ai vu ou tel qu'il s'enregistre dans le studio? Ils s'enregistrent de toute façon pas tous en même temps, les uns après les autres. Donc, rajouter une écriture binaurale dessus, il faut un petit peu y réfléchir. C'est pas juste quelque chose qu'on peut construire comme ça. Par contre, pour du classique, là, c'est génial parce que vous êtes vraiment devant l'orchestre et là, vous en prenez plein la poire et c'est assez phénoménal. Donc, je pense que si vous avez l'occasion d'écouter des enregistrements de classique, d'orchestre assez grands avec une position centrale, c'est vraiment très chouette. Faites-le avec des écouteurs et vous verrez, vous allez en prendre plein la tête. C'est vraiment chouette. Donc cette question d'écriture, je pense qu'elle est vraiment importante et c'est chouette que ça soit pris en compte dans la préparation de ces médias-là. Alors après, sur le côté objet, je vais vous montrer quelque chose, si j'y arrive. Alors, on va essayer de basculer l'écran. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui ne ressemble pas encore? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut qui arrive à basculer. Ouais, normalement ça va mettre quelques secondes, donc c'est normal. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est un écran où la notion d'objet audio va vraiment prendre tout son sens. Ça y est, vous voyez? Donc ceux qui sont familiers avec ces outils, c'est Unity 3D. C'est un moteur pour faire des jeux vidéo, mais pas que, pour construire des choses interactives au sens large. C'est pas forcément qu'un jeu. Et donc, dans une scène comme celle-là, l'intégralité, on ne prépare pas un mix à l'avance, l'intégralité des objets qui émettent du son, ils ont des positions en 3 dimensions. Et donc vous voyez, les petites sphères par exemple, ça va être des objets qui vont bouger ensuite en temps réel en fonction de certaines règles. Donc il n'y a pas de pré-rendu en quelque sorte, tout est calculé en temps réel et chaque objet qui émet du son, c'est vraiment un objet en tant que tel. Et donc il faut régler un certain nombre de paramètres sur cet objet. On n'est pas face à une table de mixage, on est face à un monde vivant et dans lequel il faut donner quelques règles. Donc c'est marrant parce que pour nous, en tout cas dans l'interactif, penser objet, c'est quelque chose de très natif. Là où, si on pense à Dolby avec son format Atmos, ils viennent de découvrir qu'effectivement on pouvait faire des objets et faire bouger des choses dans l'espace, quoi. Donc c'est assez marrant de voir le décalage qu'il y a entre c'est pas moins bien ou mieux, mais c'est juste vraiment 2 approches très très différentes dans la façon de concevoir les choses. Donc ça, c'est vraiment une façon assez tangible de voir ce que c'est qu'un objet audio. Et donc vous pouvez imaginer que bientôt les contenus audio, je sais pas, un feuilleton audio, sera produit comme ça. Vous allez récupérer le flux de chaque objet et du coup vous pourrez respatialiser dans votre super home cinéma 22.2 une localisation très précise des choses autour de vous. Donc c'est des formats d'avenir. Alors c'est pas la semaine prochaine, mais
ça va arriver. Mais l'objectif étant également que ça marche avec un simple casque dans la rue sur son smartphone. Voilà, c'est ça la beauté du truc. Alors, ensuite, nous, pour ce qu'on fait, je voulais vous montrer ce projet-là en particulier, qu'on fait avec Arte, Agathe Film et Archers Mark, qui sont par là dans la salle, j'en vois un. Donc c'est un projet vraiment très très chouette. C'est l'histoire d'un professeur de théologie qui a perdu la vue à l'âge de 45 ans. Donc c'est quelqu'un qui a vu et qui ne voit plus. Il a raconté son histoire sur des cassettes. On a ces cassettes, on a sa vraie voix. Ces cassettes sont devenues un livre qui a très très bien marché. Le livre est devenu un court-métrage en 2012. Et aujourd'hui, il y a un long-métrage documentaire qui est produit et il y a une expérience interactive qui est produite aussi. Et nous, on s'occupe de la partie interactive. Dans cette expérience, en fait, on cherche à faire toucher du doigt ce que peut être une perception d'aveugle. Donc, comment, uniquement à partir de l'audio, je vais arriver à reconstituer le monde qui est autour de moi. Donc la première réflexion, c'est de se dire, bon bah voilà, un aveugle, il voit rien. Et en fait, non, il voit pas rien. C'est-à-dire qu'il entend. Et du coup, notre pari, c'est d'essayer de vous montrer ce qu'il entend. Alors ça paraît un petit peu abscon comme ça, mais voilà, ça sont des visuels pour essayer. Voilà un exemple. Sur un visuel comme celui-là, on fait apparaître les objets en fonction du son qu'ils émettent. Donc on peut voir la personne qui marche, hop, on visualise la personne, on visualise d'abord son pied, c'est pour ça que c'est un petit peu plus lumineux en bas, on visualise son pied et puis d'un seul coup on imagine la personne qui est au-dessus, donc on la voit un petit peu moins définie, mais on reconstitue d'un seul coup quelqu'un. Pareil pour le vélo, les arbres qui émettent un petit peu de bruit derrière, et donc ce qu'on est en train de faire avec ce genre de dispositif, c'est que vous avez un son qui est spatialisé en binaural, vous écoutez et vous voyez la matérialisation de ce que vous êtes en train d'entendre. Donc c'est vraiment le pari, c'est ça. Et vous voyez ce que peut être une perception d'une personne aveugle. On en profite aussi pour raconter évidemment toute son histoire, et donc on passe par différentes phases, depuis le déni jusqu'à l'acceptation, et à la fin on aboutit même sur des visions qui... Alors c'est en avant-première, le dit à personne. Donc au final, on va terminer sur des représentations qui sont plutôt des représentations synesthésiques. Vous savez, les représentations synesthésiques, c'est les gens qui associent des formes et des couleurs au son. Il y a assez peu de gens à qui ça arrive, mais ça arrive à des gens. Ça arrive beaucoup aux personnes qui perdent la vue après avoir vu. C'est-à-dire que mentalement, le cerveau reconstruit des choses graphiques à partir du son qu'ils entendent. Donc on a choisi cette direction pour la fin et on va proposer comme ça aux gens à partir du moment où il accepte lui le fait de devenir aveugle, et ben on va proposer aux gens de voir les choses différemment, comme peut l'être la perception d'un aveugle, en tout cas dans ce cas précis d'un aveugle qui a déjà vu. Donc voilà ce qu'on fait, et le binaural pour ça, c'est un moyen. Alors au début, il faut quand même que je vous dise, au début on voulait faire un projet purement audio. La difficulté avec ça, c'est qu'il n'y a plus toute cette mécanique dont on a parlé, d'associer le son avec l'objet qu'on voit. Elle fonctionne beaucoup moins bien quand il n'y a plus le visuel. Et du coup, au bout d'un moment, on n'arrivait pas à avoir l'interactivité qu'on voulait, on n'arrivait pas à avoir l'immersion qu'on recherchait. Et donc on a décidé de rajouter du visuel dans ce projet, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc on s'est dit, bon bah voilà, on va rajouter ce visuel-là, et la combinaison du visuel, du binaural qui est très très immersif, et d'un dispositif de ce type, je vous assure que c'est redoutable. Ça marche très très bien, et on est assez content du résultat qu'on obtient. Donc voilà comment nous on utilise le binaural aujourd'hui. Après, dans le jeu vidéo, on pourrait en parler. J'ai des exemples qui sont moins sympas, enfin moins exploratoires que celui-là. C'est assez peu utilisé encore aujourd'hui. Il y a quelques jeux qui, quand vous basculez en mode casque, vous proposent un rendu binaural. C'est pas hyper répandu. Pour des mauvaises raisons probablement, parce que les technologies aujourd'hui elles sont là. Après, effectivement, ça marche plus ou moins bien selon que vous êtes plus ou moins proche de la fonction de transfert qui est utilisée dans le jeu, mais il y a déjà quelques moteurs de jeu qui permettent ce basculement. C'est pas très répandu encore aujourd'hui.
Alors c'est sûrement effectivement pas toujours répandu partout de manière très poussée aujourd'hui, mais par contre j'ai quand même l'impression qu'on est sur des choses qui sont extrêmement différentes, de la captation à l'émission radiophonique, aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle. Enfin, on va quand même dans des champs d'application qui sont extrêmement larges. Est-ce que la finalité au final c'est d'aller vers du tout binaural, ou est-ce que ça aurait pas de sens en fait? Est-ce que à un moment, de se dire dans 10 ans tout sera en binaural, c'est quelque chose qui vous apparaît comme logique, ou ça aurait pas de sens parce qu'il y a des choses pour lesquelles ça se prête et finalement pas d'autres? Non, je pense que ça n'aurait pas vraiment de sens. Je pense que c'est une manière d'écouter complémentaire, tout comme on peut écouter de la stéréo, du 5.1, du 22.2. Il y a des contextes de diffusion, et celui qui est en mobilité ou qui est personnel est très bien binaural, ou pour montrer une vision subjective. Typiquement, le binaural se prête beaucoup à ça. D'autres choses ne s'y prêtent pas du tout, ou moins. Voilà. Donc c'est pas pour remplacer, c'est pour donner plus d'expérience. Et puis finalement, il n'y a rien de mieux que de passer d'une écoute pas binaurale à l'écoute binaurale pour avoir l'effet. Donc il faut garder l'écoute qui n'est pas binaurale. Et je voulais répondre à Maury concernant le fait d'avoir une fonction de transfert qui se rapproche de la nôtre et qui peut rendre l'expérience plus immersive ou plus réaliste. C'est que donc avec Radio France et 8 autres entreprises, on est engagé dans un projet qui s'appelle Billy, qui vise à personnaliser la fonction de transfert. Donc avec Laurent. Alors, c'est-à-dire personnaliser la fonction de transfert. Donc alors la fonction de transfert, c'est, pour faire rapidement, c'est les paramètres morphologiques modélisés, qui modifient le son qui arrive à l'entrée de nos pavillons d'oreilles. Et donc ils sont complètement liés à notre morphologie. Et donc c'est pour cette raison que un binaural de synthèse marchera pas toujours bien sur tout le monde en fonction de la fonction de transfert qu'on a choisie au départ. Sauf que si on passe en mode objet, du coup on peut choisir sa fonction de transfert, parce qu'on binauralise pas tout de suite sur 2 canaux, mais on laisse ouvert les sources en tant qu'objet. Et donc à ce moment-là, si on peut binauraliser à la fin, la personne peut choisir sa fonction de transfert, et donc peut choisir une fonction de transfert qui lui corresponde. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué, mais c'est un frein qu'on essaie de lever, même si on est loin on est loin du but, parce qu'il reste toujours la reverb et les temps de calcul que ça prend, etc. Mais après, il y a un moyen de faire peut-être entre deux. Voilà. Bon, effectivement, on sent qu'il y a quand même c'est un niveau de technicité qui est assez élevé et qui et pas du tout encore abouti, enfin c'est complètement de la recherche et développement. Mais aujourd'hui, en termes de production et d'outils de production, on en est où exactement? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à quelques professionnels très avertis, ou est-ce qu'il y a quand même déjà des outils qui permettent de rendre ça un peu plus démocratique, on va dire, pour des ingé sons qui sont pas forcément nés là-dedans mais qui ont envie de s'y metêtre? Où on en est technologiquement parlant? Les outils existent, ils sont pas toujours très très simples, mais c'est surtout que ça soit en télé ou en radio, c'est pas comme ça qu'on travaillait. C'est pour ça que c'est pas non plus si simple que ça. Mais les outils, la plupart existent, et il faut se les approprier. Et je pense que c'est peut-être plus facile pour les gens qui viennent du milieu du jeu vidéo que pour ceux qui viennent de la télé ou de la radio, qui ont des process qui sont établis depuis des années, si ce n'est des décennies, et qui sont pas toujours évidents à faire évoluer. Voilà. Enfin, les outils existent effectivement pour un ingénieur du son qui a son petit home studio. Là, les outils existent et ils peuvent très simplement faire du son binaural ou en natif ou en synthèse. Comme le dit Ledwin, effectivement, pour des grandes entreprises comme nous, tous les process sont complexes. Enfin bon, c'est de la grosse industrie, donc c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer les choses. Je voulais revenir sur le côté, est-ce que le binaural va remplacer la stéréo, la mono, les modes d'écoute? Je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse, et puis on va voir les cas d'école, les choses vont se faire et on va voir comment ça se développe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi la production hybride, parce que quand on mélange, Ledwin nous disait, les contrastes sont intéressants, mais quand on mélange des sons mono, stéréo qu'on perçoit à l'intérieur de la tête avec un casque et avec des sons binauraux, je pense que si on travaille un peu dans ces domaines et qu'on approfondit un peu les études, on va pouvoir dessiner vraiment des sphères assez précisément sur le plan de la perception, et donc placer des voix off à l'intérieur de la tête, mettre des sons à l'extérieur, donc aider à positionner là où on veut mettre l'auditeur, celui qui écoute, et jouer avec ça. Donc les anciens formats sont loin d'être morts et peuvent absolument être utilisés dans le cadre de production hybride.
J'ai un exemple justement pour illustrer ça. On s'est posé, dans le projet qu'on est en train de faire, on s'est posé la question du narrateur. Et on s'est dit, ce serait chouette d'essayer de placer le narrateur comme une petite voix familière qui est près de l'oreille. On s'est dit, ça va être sympa. Et puis en fait, c'est nul. C'est très bizarre. Vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui vous susurre dans l'oreille. On a essayé différents placements, un petit peu plus loin, un peu plus devant, un peu plus derrière. On a essayé plein de choses. Et c'était vraiment très désagréable. Et du coup, au final, on l'a remis totalement en mono dans la tête, au centre. Et lui est vraiment dans la tête, alors que le reste du monde est autour. Et ça crée, on arrive à recréer cette intimité où il raconte son histoire. Elle s'adresse pas vraiment à nous, mais on l'écoute quand même, on l'aperçoit quand même. Et donc le mélange des deux est vraiment un territoire intéressant à explorer, ouais, tout à fait. Sur cette question de spatialité, imaginons j'ai un casque de réalité virtuelle sur la tête et j'ai un personnage qui est en train de me parler, ou comme tu es en train de me parler ici. Si je commence à bouger la tête, est-ce que le son peut me suivre? Est-ce que le son peut en fait comprendre que je suis en train de bouger et finalement se décaler un peu automatiquement pour garder cette position? Alors ça dépend des dispositifs, mais ouais, dans ce genre de dispositif, il y a des gyroscopes. Donc il sait quand on se tourne, et donc évidemment le son qui est là, quand je me tourne, bah, il va rester là, quoi. Il va pas venir avec moi, parce que s'il vient avec moi dès que je tourne, on casse l'immersion complètement, on casse le contrat avec la personne qui écoute. Alors, en plus, il y a un autre phénomène qui est important à respecter, c'est qu'on fait beaucoup de petits mouvements avec la tête pour mieux localiser les choses. Étant donné que quand je bouge, ça modifie un petit peu le filtrage du son, ça modifie un petit peu ma perception de ce son là-bas, plus je vais faire des petits mouvements comme ça, plus je vais arriver à préciser la localisation des choses. Donc si on ne permet pas ce degré de liberté qu'on utilise beaucoup sans s'en rendre compte, c'est pareil, on va recasser vraiment quelque chose et l'immersion sera beaucoup moins bonne. Donc la plupart des dispositifs aujourd'hui, ils intègrent ces gyroscopes et cette position de la tête pour pouvoir justement bien suivre et que le monde soit vraiment réaliste, parce que sinon on casse tout. Ce qui est peut-être plus difficile quand on est sur un mobile par exemple. J'imagine qu'on doit peut-être moins facilement détecter le mouvement. Et oui, si on a juste des petits écouteurs et un mobile dans la poche, on va pas y arriver. Donc nous, sur cette expérience, on a une version tablette aussi. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise la tablette comme une fenêtre sur le monde. Et du coup, il faut déplacer la tablette pour voir les objets. Et du coup, on récupère la position et on peut faire suivre le monde audio avec le monde visuel. Mais on est obligé de passer par là, parce qu'effectivement, sinon, on n'aurait pas d'indication sur ce que la personne est en train de regarder, et donc comment est positionnée sa tête. Aujourd'hui, il y a des casques qui sont produits, 3D Sound Lab qui est ici présent, et qui a sorti un casque qui est extrêmement intéressant, puisqu'il permet, comme un casque normal sur sa tablette, mais par contre d'avoir l'interactivité, ce qu'on appelle nous le head tracker, et donc de reproduire ces mouvements, et qui effectivement améliore l'expérience et la perception de l'espace. Superbe. Alors on arrive un petit peu à la fin. Ce qu'on voulait éventuellement proposer alors vous aurez l'occasion de le tester, notamment après la conférence, mais ce qu'on va proposer peut-être à 2 ou 3 personnes, c'est de nous rejoindre, des personnes qui n'ont jamais testé le son binaural. Et qui ont envie de venir là, écouter un petit peu et de témoigner, de nous dire un peu ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent. Qui veut? Ça fait pas mal. Il y a déjà une personne. Ça fait pas mal du tout. C'est bien. Venez. 2. On peut en avoir jusqu'à 8, mais alors peut-être que juste pour vous poser des questions, on va pas faire 8 juste maintenant. Allez, 3. Voilà. Et donc pendant que Lidwin est en train de trouver de quoi vous faire écouter quelque chose, on va peut-être aussi prendre des questions dans le public si vous en avez. Alors est-ce qu'on a un micro qui peut tourner? Oui, il arrive. Alors, des questions? Non? Oui, ici. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. J'ai aussi entendu parler d'ambisonie. Quelle est la différence avec le binaural pour les techniciens, s'ils m'ont entendu? Pardon? L'ambisonique. C'était pas là. J'ai entendu aussi parler d'ambisonie et j'aimerais savoir, et je suis pas technicien du tout, mais c'est aussi apparemment une spatialisation. Voilà. L'ambisonique, en fait, c'est un moyen de capter un espace
à partir d'une combinaison de capsules pour un micro, ou alors ça peut aussi servir de moteur, notamment dans les jeux, pour pouvoir, c'est un moyen, c'est un outil. Par contre, ça ne permet pas avec un casque de percevoir en 3D. C'est soit un micro, ce qu'on appelle un micro ambisonique, qui va capter d'une certaine manière avec des composantes, enfin je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et puis ça peut être aussi utilisé comme moteur, notamment pour servir de panning, c'est-à-dire justement dans le cadre d'interactivité, ce sont des moteurs qui consomment très peu de ressources CPU et qui vont permettre de calculer la position d'un son ou d'aller zoomer sur un son. L'ambisonie, c'est ça. Vous l'expliquez comme ça, en 2 secondes et demie, c'est pas évident. Nous, on l'a utilisé un petit peu dans les jeux vidéo, dans mon ancienne entreprise. En gros, ce qu'on cherche à faire, c'est capter le champ acoustique en un point. Ça peut se faire avec plus ou moins de capsules. Le minimum, c'est 4 capsules, parce qu'on veut avoir en gros les 3 directions qui permettent de reconstituer l'espace et l'intensité. On peut avoir des micros, ça c'est un micro d'ordre 1, on peut avoir des micros d'ordre plus élevé avec 18, 24 capsules. Une fois qu'on a cette information à un point de l'espace, ce qu'on a encodé, c'est vraiment ce qu'on espérait, toute l'information qu'il y avait à cet endroit de l'espace. Du coup, après, on peut redécoder un petit peu comme on veut. On peut redécoder comme si on avait placé un micro à cet endroit-là. Et ce micro, il peut pointer virtuellement dans n'importe quelle direction. Et selon l'ordre de notre micro, on peut même choisir sa directivité. Alors avec un micro d'ordre 1, on peut choisir entre un micro cardioïde qui va en gros capter un espèce de patatoïde devant lui, ou un figure 8 qui va capter devant et derrière mais sur un axe précis. Si vous montez un micro d'ordre 2, vous pouvez commencer à avoir des micros un peu hypercardioïdes qui vont être plus sélectifs. Et plus votre micro est précis et d'ordre élevé, plus on va pouvoir reconstituer un micro virtuel très précis qui ne va vous donner que les sons qu'il a captés dans cette direction-là, de ce point de l'espace. Donc c'est un format qui est très pratique pour ça, parce qu'il encode vraiment toute l'information acoustique en un point de l'espace. Sauf qu'après, quand vous captez avec 18 capsules, vous avez 18 canaux. Et si vous voulez conserver l'information, il faut conserver les 18 canaux. Et après, c'est vrai que ça offre énormément de souplesse au décodage. Mais pratiquement, c'est pas si pratique que ça. Ouais, moi j'aurais juste voulu dire un petit mot là-dessus justement parce que on parle d'ambisonie, mais ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé du format B. Parce qu'en fait, en son, c'est le format 3D qui est devenu un standard aujourd'hui, que celui qui a créé le MP3 vient de déposer ce standard de ce qu'on appelle l'image et le son en réalité virtuelle. Et donc, tout est prêt au niveau broadcast pour les prochains Coupes du Monde, pour équiper tous les foyers. Au niveau broadcast, il y a déjà des consoles qui mixent en format B, qui permettent de sortir dans tous les formats de diffusion haut-parleur ou binaural. Maintenant, le principal souci du binaural, en effet, c'est la forme de l'oreille. Il existe des applications avec des iPhones qui déterminent en 3D votre forme d'oreille, qui vont... Voilà, je sais pas, vous bossez là-dessus, de toute façon, c'est super intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'industrie du broadcast est déjà dans le binaural. Vu que les formats, de toute façon, on est dans le 3D, on bosse en format B, qui est le format qui existe depuis 20 ans dans le domaine du son. Donc pour nous, c'est pas nouveau. Et je crois que pour tout ce qui est réalité virtuelle interactive, le son a un très grand rôle à jouer, parce que justement, on est en avance de 20 ans sur l'image. Après, pour l'interactif en particulier, le format B est pas si pratique que ça, en fait, puisque nous, on a déjà des positions 3D des objets. Selon le type de décodage qu'on a à faire, si on a à jouer sur un casque, on va évidemment faire un binaural qu'on va resynthétiser avec des HRTF. Si après on doit sortir sur un système plus complexe, on n'est pas obligé de passer par un format B. Et finalement, le format B, c'est vraiment juste le stockage des 4 c'est le stockage et la diffusion. Composantes. C'est la diffusion aussi. Il permet une certaine souplesse de décodage à la diffusion, avec les limites qu'on a vues. C'est-à-dire qu'un format B d'ordre 1, c'est pas si discriminant que ça. Donc si on enregistre par exemple une ambiance de foule, on va pouvoir décoder un petit peu dans 4 coins du stade, mais on va être assez vite limité. Les signaux vont assez vite se ressembler aussi. Donc il faudrait qu'il y ait des formats B d'ordre plus élevé qui puissent être utilisés facilement. Ça permettrait d'être quand même plus précis et d'avoir un décodage plus souple. Bien après, sûr, mais ça vient, mais je pense que le standard du format B, il est là. Il est plus discutable, quoi. C'est le standard qui nous permet de... Merci beaucoup. Je vais devoir juste vous interrompre parce qu'on va dans un niveau de technicité, je pense, qui n'est pas forcément abordé pour tout le monde, mais je vous encourage à discuter de ça après. Et peut-être revenir à des choses peut-être plus simples et terre à terre avec nos cobayes. Qui veut nous raconter un peu ce qu'il a entendu ?
J'ai vu des têtes super étonnées. Ouais, surtout la tienne est bien spéciale. T'as une bonne expression. Non, oui, parce que c'est une expérience que j'ai jamais faite. C'est vrai que le son est localisé. Il peut être là, sous les pieds, sur le plafond. Moi, quand la personne est entrée, j'ai tourné la tête, j'ai cru qu'elle rentrait vraiment derrière moi. Alors, c'était quoi exactement ce son Qu'est-ce que vous avez entendu? La porte qui s'ouvrait. Donc une poignée qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Et donc, elle était vraiment bien localisée derrière moi. Donc, à l'arrivée de derrière moi, elle n'était pas dans mes oreilles, mais elle était localisée, elle était derrière moi, elle avait une position particulière. Il y avait vraiment quelqu'un. Et ensuite à droite, à gauche, elle est venue aussi au-dessus de ma tête. Elle pouvait aller partout, mais vraiment, elle était quelque part. Donc on a bien berné votre cerveau alors. C'est ça, oui. J'ai mis une quinzaine de secondes à me rendre compte que vraiment il y avait personne, que ça venait du casque. Les autres, pareil, ce côté un peu étonnant, presque. Est-ce que c'est désorientant au début? On met un petit temps à s'adapter? Moi, j'étais encore plus surpris que dans l'immersion visuelle, finalement, parce qu'on a l'habitude que notre vue soit un peu stimulée depuis les premiers films en 3D, et de sentir vraiment le son passer dans la nuque, de sentir la personne prendre la porte derrière et nous souhaiter une bonne journée et nous dire au revoir. C'est vrai qu'on se retourne pour le voir. Je suis vraiment plus bluffé que la première fois que j'ai mis un casque de réalité virtuelle visuelle, on va dire. Ouais. Merci pour cette expérience. Ça a été fait avec une tête comme ça, donc de manière la plus simple possible. Donc cette expérience qu'ils ont vécue, elle a été faite juste avec une tête comme ça, donc de la manière la plus simple possible, en réintroduisant les différences gauche-droite très simplement. Après, effectivement, on ne peut rien bouger à cette scène, elle est complètement figée, mais c'est vrai que ça marche. Ouais. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que le son se retrouve dans un espace fait d'air et de choses comme ça, contrairement au son travail habituellement où on nous propose un calcul de son, un calcul de résonance, de choses comme ça, où on ne va pas forcément avoir la notion que ce son transperce l'air, en fin de compte, transperce quelque chose. Et là, on a cette sensation, je trouve, personnellement. Donc c'est aussi formidable pour ça. Simplement, juste pour partager cette expérience, je me suis tourné quand la personne a dit au revoir et qu'elle a pris la porte vers cette porte-ci. Je me suis dit non, cette porte est trop loin, elle est plus proche, et je me suis retourné par là en me disant qu'elle devait être plus proche. Donc on a vraiment cette notion de distance. Ouais. Si on a d'autres qui veulent faire, ça dure 2 minutes. Si vous voulez... Eh ben on peut faire un petit échange s'il y en a 8 autres qui veulent venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant, justement? Je vous en prie. Bonjour. J'aurais juste une question par rapport à la diffusion du son binaural. Attends, Ouais. le temps que ça se calme, et bien fort dans le micro. Je vais m'en aller, moi je sers à rien. Moi, je me casse. Entre la gauche et la droite. Bon, c'est un peu bordélique comme panel, mais je trouve ça hyper sympa. Il faut connaître sa gauche de sa droite, c'est un gros prérequis visiblement. Ok, du coup, maintenant qu'on est un peu plus calme. Du coup, bonjour. J'aurais juste une question concernant le player que vous utilisez pour en fait avoir un son dynamique avec la réalité virtuelle. Est-ce que c'est un player propriétaire? Je suis pas sûr de comprendre la question. En gros, la synchronisation du visuel en réalité virtuelle sur votre projet. Ouais. Le player que vous utilisez sur le Gear. Alors c'est pas un player dans le sens où c'est une expérience temps réel, quoi. C'est calculé en temps réel. D'accord. C'est pas. Donc c'est une application. C'est une application du D'accord. coup, un peu comme un jeu vidéo, sauf que là c'est une application qui raconte une histoire, mais tout est calculé en temps réel et elle réagit en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que là, il y a dans une des scènes, on peut souffler, et ça va révéler des choses, puisque il explique qu'il aime beaucoup le vent parce que le vent lui fait apparaître les objets. Comme le vent, en contournant un bâtiment, fait du bruit, ou en faisant bouger un arbre, ça génère du bruit. Du coup, il aime beaucoup le vent parce que ça fait apparaître les choses. Donc, on propose à l'utilisateur de souffler et de faire apparaître les choses lui-même. Donc, c'est vraiment calculé en temps réel. C'est pas un player, quoi. C'est pas une vidéo 360. C'est vraiment une application qui calcule tout en temps réel.
Et c'est fait avec Unity, comme ça pourrait être un jeu de tir, voilà. Mais c'est vraiment calculé en temps réel. Donc le moteur de rendu, il est en temps réel. C'est pas un player. Encore une question ? Oui, bonjour, juste une petite question. Le résultat est assez bluffant, effectivement, mais déjà, si j'ai bien compris, la fonction de transfert qui était utilisée, c'est celle de la tête qui est là, mais c'était pas la mienne. C'est-à-dire que c'était déjà très bluffant, c'est-à-dire que si on utilisait ma fonction de transfert qui était appliquée à ce son, ça serait encore plus réaliste Alors, dans l'idéal, ça serait bien, mais là, j'ai pas eu le problème de la réverbération, puisque en fait, la réverbération a été captée, la réverbération de ma voix, parce que c'est moi qui parle autour et qui fait comme ça, elle a été captée en direct par les micros dans toutes les directions, c'est-à-dire dans la totalité de l'espace dans lequel elle se répand. Et je n'ai pas réduit l'espace à une grille de 1000 points en mettant une source provenant d'un seul endroit. Et en fait, j'ai une totalité de l'espace absolument pas réduite et totalement réelle avec ça. C'est pour ça que si on veut faire du binaural de synthèse, je pense qu'il est important d'avoir une fonction de transfert personnalisée parce que ça va réduire les approximations. Mais des approximations, il y en a beaucoup plus qui sont induites par la synthèse du fait qu'il n'y a pas les murs, il n'y a pas le matériau, il manque tout ça en fait. Et c'est tout ça qui est le challenge en fait de la synthèse binaurale. Ouais, là l'avantage c'est que la tête, il y a déjà tout, donc vous êtes déjà très proche de ça. Et ça a été enregistré. Je le dis pas méchamment, mais voilà, les micros sont vraiment là et donc il y a très très peu de différence. Et en plus, ça a capté tout le champ acoustique, y compris la reverb et tout. Alors que quand on le resynthétise, il faut tout reconstruire. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Alors, une dernière question au centre. Suite à cette question, quel est l'intérêt de faire justement de la captation en binaural de synthèse, la captation live? C'est que la tête, elle va fonctionner dans des univers acoustiques bien précis. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, à Radio France, si on doit faire des petites formations avec très peu d'énergie, donc je sais pas, type un quatuor par exemple, dans un beau lieu acoustique, moi j'ai tendance à dire aux ingénieurs du son, prenez une tête. Là, vous allez avoir un bon résultat et vous allez travailler à l'ancienne. Donc, on va dans le positionnement des sources par rapport à une belle acoustique. Maintenant, il faut avoir en tête, premièrement, que l'enregistrement, il est figé. Il ne pourra plus évoluer. On a un enregistrement figé, mais qui fait de très très bonne qualité. Alors que la synthèse, elle va pouvoir s'affranchir aussi de ces problèmes-là en live, par exemple. C'est-à-dire qu'avec une tête, si vous mettez une tête dans un lieu où il y a énormément d'énergie, concert de rock, par exemple, c'est abominable, c'est inexploitable. C'est inexploitable. Donc là, la synthèse, elle va jouer parce qu'on va pouvoir faire un mix 5.1, 22.2, ce que l'on veut, et on mettra les reverbs et on va construire une image. Je vous imagine derrière. On va pouvoir construire une image à partir de ces points-là. Ce sera moins précis, mais on va quand même pouvoir reproduire un espace à peu près cohérent. La synthèse aujourd'hui, elle est vraiment, c'est pour ça tout à l'heure je disais, elle est vraiment work in progress. Les puissances de calcul vont nous aider. Aujourd'hui, on doit intégrer justement dans toute la philosophie de l'objet comment on reconstitue la reverb à l'arrivée. Est-ce qu'on la calcule chez l'auditeur? Est-ce qu'on la calcule au départ? Enfin, toutes ces questions, on est en train de se les poser avec les chercheurs. Mais elle a un potentiel énorme parce que la synthèse, elle est extrêmement souple. Parce qu'en studio, on fait ce que l'on veut. C'est pour ça que j'ai tendance à dire aujourd'hui, à Radio France, on est de plus en plus dans l'hybride actuellement. C'est-à-dire que si on a une perception de quelqu'un qui est près de là, quelque chose de très sensuel, par exemple, là, je vais avoir tendance à dire, faisons la prise de son avec une tête. Si par contre, je veux un objet synthétique que je déplace dans l'espace, faisons de la synthèse. Voilà, il faut adapter aujourd'hui. Vous savez, le binaural, aujourd'hui, on est comme à l'époque du théâtre antique. C'est-à-dire qu'il fallait exagérer le trait pour que celui qui était tout au bout voit parfaitement l'intention et l'émotion, ou en tout cas ce qu'on voulait exprimer. Le binaural, aujourd'hui, c'est ça. Donc, il faut un peu forcer le trait. C'est ce qu'on fait. Il y a aussi tout simplement, une question d'interopérabilité, de contexte de visionnage. Ce qu'on enregistre en binaural, on ne pourra pas l'écouter en 5.1, on ne pourra pas l'écouter dans un cinéma, etc. Voilà. Oui. Et ça, c'est pour pas avoir à faire 10 mixages différents, parce que les supports évoluent tellement qu'il y a une multitude de supports possibles de visionnage. Et si on fait du binaural natif tout de suite, il n'y aura qu'un seul contexte. Mais ça vaut le coup, parfois, parce que c'est tellement bien et c'est tellement immersif et on a décidé de toute façon que les gens l'écouteraient au casque, qu'on le fait quand même en natif. Oui. Donc ce que je comprends, c'est que quand on parle de captation binaurale de synthèse, en fait on parle d'une captation multipiste en live et c'est au niveau du mixage que l'aspect binaural entre en jeu. C'est exactement ça. Merci.
Eh bien, merci à tous. De toute façon, ça devient tellement l'anarchie ici que je pense que c'est le bon moment pour arrêter, de vous laisser juste vous marrer à venir essayer le son binaural, que je vais faire aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Merci à Amaury, merci Lidwin, merci Hervé, et merci à vous pour votre écoute.